Bonjour tout le monde, une fois de plus, je suis très ravi d'être encore en face de vous pour cette nouvelle émission qui n'est tout autre que la suite de notre programme ou encore de la formation que nous avons eue la fois dernière sur comment fixer et atteindre les objectifs. Et je tiens à rappeler d'abord que je suis le coach Jolin Ondélé, coach en développement personnel, conférencier international et aussi auteur de ce bijou de la littérature, La recette du bonheur. Alors, sur ce cours qui n'est tout autre, comme je l'ai dit tantôt, la suite de ce que nous avons vu dernièrement sur comment fixer et atteindre ses objectifs, nous avons vu comme rappel la manière, ce qui nous permettrait d'analyser la qualité d'un objectif. On a vu l'objectif SMART, c'est-à-dire la méthode SMART. La méthode SMART qui n'est que SMART comme acronyme, donc, où S veut dire spécifique, M mesurable, A atteignable, R réaliste et T temporel. Alors donc ceux qui avaient eu cette chance de suivre le premier numéro comprennent ce que je vais dire. Alors nous allons progresser. Une fois que nous avons analysé notre objectif, si nous sommes convaincus que notre objectif est SMART, à ce moment-là, nous devons connaître effectivement où se situe notre objectif par rapport à nous, ce qu'on appelle le goal, le but. OK? Et ça, c'est très important. Et lorsqu'on a défini notre objectif, généralement, l'objectif que nous devons définir, comme aussi rappel, j'avais dit lors de la première émission qu'on devait diviser notre vie selon plusieurs secteurs. Dans le secteur familial, relationnel, financier. Et dans tous ces domaines-là, on doit se fixer des objectifs. Alors, lorsque notre objectif est clairement défini, je répète, est clairement défini, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle est la suite? C'est-à-dire, par exemple, si je me suis fixé comme objectif de réaliser un chiffre d'affaires de 1 million d'ici la fin du mois, après, va s'en suivre ce qu'on appelle la stratégie. Je dois avoir une stratégie. La stratégie, c'est l'ensemble des techniques qui vont m'emmener à atteindre cet objectif. OK? Et pour encore éclairer votre long terme, et là, je m'adresse en particulier aux jeunes qui viennent souvent chez moi au cabinet, me demandant de leur apprendre à faire un business plan. Je me demande pourquoi quelqu'un qui aimerait lancer une activité chercherait à apprendre à faire un business plan. Je ne connais pas un homme d'affaires qui a réussi, qui au départ avait un business plan. Ça n'existe pas. Le business plan est quelque chose qu'on fait pour solliciter un financement. Mais pour démarrer une activité, on a besoin d'un action plan, un plan d'action. C'est ça le plus important quand on veut commencer une affaire. Le business plan, je le répète, c'est lorsque vous avez besoin d'un financement. Mais le plus important, c'est le action plan. Et c'est là encore où je vais insister sur un fait. Quand vous avez un projet ou encore quand vous avez une stratégie qui n'inclut pas une action présente, votre stratégie n'est pas bonne. C'est-à-dire, vous vous dites par exemple que voilà, je veux par exemple arriver à atteindre 10 millions d'ici la fin du mois. Mais vous n'avez pas dans votre programme une information, encore un détail sur ce que vous devez faire à l'instant présent. C'est là où les gens faillissent souvent. Les gens sont souvent butés devant des difficultés financières. Et ça, c'est des choses que nous rencontrons souvent. Je veux entreprendre une activité, mais la question que je vais me poser, c'est je n'ai pas des moyens. Comment est-ce que je vais me lancer? J'ai besoin d'un capital. On doit toujours démarrer avec ce que nous avons entre la main. Si vous voulez faire quelque chose, essayez simplement de vous poser la question, qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai présentement? Quand vous avez un projet de 10 millions par exemple et que vous êtes buté devant ce problème, ce fameux problème de manque de capitaux, à ce moment, ce n'est pas une excuse. Je répète, posez-vous la question, cette question simple, qu'est-ce que je peux faire avec les moyens que je dispose? Alors à ce moment-là,
vous allez essayer de faire un compte à rebours. C'est-à-dire, vous essayez de repartir, de quitter du macro-projet jusqu'à ce que vous ayez un micro-projet qui va correspondre à vos moyens. Un exemple simple, je me poserai une question par exemple. J'ai un projet de 10 millions, mais comment faire pour avoir 10 millions? 10 millions veut dire épargner 1 million pendant 10 mois par exemple. Alors à ce moment-là, vous posez encore une autre question. Comment faire pour avoir 1 million? 1 million veut dire épargner pendant 100 000 francs à créer une activité qui générerait par exemple un profit de 100 000 francs par mois. Et si je peux épargner ça pendant 10 mois, j'ai 1 million. Et vous n'avez pas toujours 100 000 francs. Posez-vous encore la question. Comment faire pour avoir 100 000 francs? 100 000 francs, ça veut dire mettre 10 000 francs de côté pendant 10 mois. Et donc, vous voyez, c'est dans cette espèce de recul que vous allez aboutir à un projet qui sera accessible, encore possible pour vous. Le problème dans les affaires, ce n'est pas trop la taille du projet qui est important, mais c'est votre discipline dans les petites choses que vous faites. Comme les Saintes Écritures le disent souvent très bien, celui qui est fidèle au petit le sera avec beaucoup. Donc, vous ne pouvez pas avoir peu de moyens et penser tout de suite à quelque chose qui dépasse vos moyens. La question qu'il faut encore se poser, et ça, c'est quelque chose qui revient souvent lorsque je suis en coaching direct avec des jeunes étudiants qui me disent « Nous sommes dans un pays où on n'accompagne pas les projets, les jeunes ne sont pas accompagnés, les banques ne financent pas les jeunes, et ainsi de suite. » Toutes ces raisons, encore toutes ces excuses peuvent être justifiées. Je ne suis pas le défenseur des banques ou du gouvernement, mais simplement, moi, je suis du côté de l'étudiant qui se plaint. J'aime toujours dire, pendant que vous qui me suivez, vous vous plaignez des banques qui ne financent pas, du gouvernement qui n'accompagne pas, certes, mais posez-vous une simple question. À côté, y a-t-il pas quelqu'un qui a pu lancer une activité sans pourtant bénéficier d'un accompagnement ou d'un financement d'une structure quelconque? La réponse est oui, ça existe. Alors, moi j'aime toujours me dire à moi-même, si personne ne peut m'aider, quelle est la personne qui peut m'aider, qui reste? Il n'y a que moi. Donc, la personne la plus importante dans ma vie, c'est moi. Si je ne peux pas m'aider, mais je ne peux pas attendre que quelqu'un puisse m'aider mieux que je ne pourrais le faire pour moi-même. Donc, le truc qui est là, que vous devez retenir, vous devez vous considérer responsable. Être responsable, c'est se dire que je peux tout faire. Que l'aide vienne, c'est bien, mais si ça ne vient pas, je fais avec ce que j'ai. Donc, la stratégie, pour revenir à notre cours, la stratégie ici, comme je le disais, c'est maintenant les moyens qui vous permettront d'accéder à cet objectif. Un exemple très simple, vous êtes en surpoids, vous voulez par exemple perdre 10 kilos. Perdre 10 kilos, c'est votre objectif. Mais je suis parfois sidéré de voir des gens de foi qui passent tout leur temps à dire « Oh ben non, je suis en surpoids, eh ben j'aimerais un peu perdre 10 kilos. Oh mais ces jours, si j'ai maintenant un gros ventre, il faut que je puisse le casser. » Mais le dire, ça ne changera pas. Vous pouvez passer tout votre temps à dire que j'aimerais avoir un ventre, des tablettes de chocolat, comme les jeunes aiment bien le dire, mais votre ventre restera toujours le même. Après, il faut passer à l'action. L'action, c'est quoi? Il faut mettre en place une stratégie pour perdre ce kilo. Perdre le kilo veut dire quoi, par exemple? Aller dans une salle de gym, par exemple. Ok, c'est voilà la stratégie. Donc ma stratégie, ça serait par exemple aller à la salle de gym pendant 3 séances par semaine ou 4 séances, ça dépend de votre choix. Et la stratégie peut être aussi régler ou encore mettre de l'ordre dans mon alimentation. Donc dire, se plaindre de quelque chose ou viser quelque chose, c'est bien, mais mettre en place un plan ou encore une stratégie pour atteindre cela est encore meilleur. Alors après la stratégie, nous avons ce qu'on appelle les croyances. Les croyances. Ou encore, en anglais, j'aime bien ça, believe. C'est les croyances. On ne peut pas réussir quelque chose si déjà dans notre esprit, nous avons des croyances, par exemple du style « je ne peux pas le faire ». Vous savez, il existe 2 types de croyances. Nous avons des croyances, on va dire, implicites. Les croyances implicites, c'est quoi? Ce sont des phrases que vous vous répétez en vous. C'est votre conversation intérieure. C'est des choses que personne n'écoute sinon que vous-même.
C'est des phrases que vous vous répétez dans vos têtes vous-même. Je ne suis pas capable, je ne suis pas fait pour ceci, je suis malheureux, nous sommes venus pour accompagner les autres. Des phrases comme ça, des phrases du genre c'est pas fait pour moi, cet endroit n'est pas fait pour moi, je ne peux pas faire ceci. Voilà, toutes ces raisons, vous en avez plein des raisons comme ça. Vous savez, il y a une différence entre vouloir quelque chose et prendre l'engagement de le posséder. Tout le monde veut être riche. Mais très souvent, si on pouvait avoir un micro qui capterait notre conversation intérieure, je vous assure, vous serez étonné de ce que les gens répètent dans leur tête. Les gens s'automaudissent. Les gens se répètent dans leurs croyances, dans leur tête, des phrases du style « je ne peux pas faire ceci, je suis maudit, on n'est pas fait ceci, nous les Noirs, nous. » Mais voilà. Donc bref, ce sont les croyances implicites. Ce sont ces croyances-là que vous avez. Déjà, quand vous voulez atteindre un objectif, et que votre croyance est en opposition ou encore est aux antipodes de ce que vous voulez atteindre, vous avez déjà perdu. Et vous me direz, coach, pourquoi vous parlez de cela? Mais c'est très important, chers amis, les croyances. Vous savez, la différence entre les pays qui sont en voie de développement et les pays développés, je vous dis la vérité, ce n'est pas en termes de building ou en termes d'infrastructure, c'est en termes de croyances. C'est en termes de croyances. Et les croyances ici en Afrique, on en a tellement des croyances stupides, des croyances, excusez-moi le terme, des croyances erronées. Et les gens ne se posent jamais des questions. Depuis que nous croyons comme ça, quels sont les résultats? On ne se pose pas de questions. Des croyances, par exemple, vous avez, là nous sommes, pour rester dans le sujet, le vif du sujet, là nous sommes en train de parler des objectifs et j'aimerais prendre des exemples qui cadrent un peu avec notre sujet. Vous avez par exemple un objectif de monter une start-up pour les jeunes. Mais dans ton esprit, tu te répètes tout le temps, je n'ai pas les moyens, je ne peux pas faire ceci, ça ne marchera pas. Et ça, personne écoute. Ça se passe dans votre tête. Et votre conversation intérieure a plus d'impact que ce que vous entendez de l'extérieur. Comme on dit toujours, les paroles qui sont dites sur vous ont 5% d'influence sur votre personne. Ce sont plutôt les mots que vous répétez ensuite dans votre esprit qui ont 95% d'influence sur votre personne. Et j'aime encore cet adage indien qui illustre parfaitement ce que je vais vous dire. Les Indiens disent toujours que ce n'est pas la morsure du serpent qui vous tue, mais c'est le venin qui continue à circuler dans vos veines qui vont vous tuer. C'est-à-dire, ce n'est pas la chose extérieure qu'on voit qui vous tue en réalité, mais c'est ce qu'on ne voit pas. Ce n'est pas ce qu'on vous a dit qui vous détruit, mais c'est ce que vous répétez dans votre esprit. Alors, une personne qui aimerait atteindre un objectif devrait comprendre l'importance des croyances. Et j'aime bien toujours prendre cet exemple-là. J'étais avec un ami, et c'est cet ami-là comme ça qui, c'était en cadre de banque, j'aime bien répéter cet exemple-là, et on rencontre un mendiant et qui nous demande de l'argent, et donc c'était quelqu'un qui était dans le besoin, et c'était des jeunes que nous, on a l'habitude de qualifier d'enfants sorciers. Et moi, je dis à cet ami, j'avais un petit billet, je donne à ce jeune homme. Et mon ami qui me reprend, il me dit, mais il ne faut jamais faire ça. Parce que ce n'est pas bon. Les gens là, quand tu leur donnes de l'argent, après, ils vont travailler avec ton argent et ils vont peut-être faire des trucs. Voilà, bref. Et certainement, vous avez déjà entendu ce genre de croyances. Mais vous savez ce que j'ai dit à mon ami? Je lui ai fait comprendre, je lui ai posé une question. À qui appartient l'argent? À qui appartient les billets de banque? Les billets de banque appartiennent à la banque centrale. Si ce monsieur veut faire des fétiches, c'est le propriétaire de la banque centrale qui va tuer, pas moi, parce que le billet ne m'appartient pas. C'était un peu pour rire. On a rigolé un coup, mais il a compris que c'était stupide comme idée. À partir du moment où je fais du bien à quelqu'un, mais la personne ne peut pas me faire du mal. Ça n'existe pas. Les billets de banque, je lui ai fait du bien, je lui ai donné quelque chose. Et donc, vous voyez des croyances, on va dire, un peu surannées comme ça, que nous avons, qui nous freinent, qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs. Et donc, je disais, croyances implicites. Et de l'autre côté, nous avons les croyances explicites. Les croyances explicites, effectivement, ce sont des choses que vous répétez tout le temps. Ce sont des choses que vous dites à longueur de journée. OK? Et donc, vous avez des choses que vous croyez et vous avez des choses que vous répétez. Ou les croyances explicites, ce sont des choses que vous essayez d'emmener les autres à croire vous concernant. C'est-à-dire, vous savez qu'au fond de vous, vous vous considérez faible, mais vous dites aux gens que je suis fort.
Je vous assure. C'est ce que vous répétez dans votre esprit qui va prendre le dessus sur ce que vous déclarez. Et donc, voilà un peu, là, nous étions sur les croyances. Et donc, lorsque nous avons un but et que nous avons bâti une stratégie, et encore un travail à faire, il faut travailler sur son mental. Et comme je le répète toujours, mes chers amis, réussir, c'est 80% le mental et 20% la stratégie. C'est plus de mental et peu de stratégie. Et ça, c'est très important, mes chers amis. Parce que les gens, ils sont tellement pressés pour faire les choses sans pourtant être préparés dans leur esprit. Et c'est très, très capital ce que je vous dis. Alors, une fois qu'on a eu des bonnes croyances, et maintenant, la partie la plus importante ou la dernière partie des objectifs, c'est Big Why, des grandes raisons. Donc, le pourquoi. Pourquoi tu veux atteindre cet objectif? Il faut avoir des raisons fortes dans la vie. Pourquoi tu veux faire ce que tu veux faire? Pourquoi tu veux réaliser ça? Et là encore, quand je pose des questions à des jeunes hommes qui viennent dans mon cabinet ou encore des entrepreneurs, parfois des personnes d'un certain âge, qui me disent, voilà coach, j'ai un projet, et je leur pose toujours la question, mais pourquoi tu veux faire ça? Ben, je veux monter ce projet parce que j'ai des problèmes d'argent, je veux gagner beaucoup d'argent. Gagner de l'argent n'a jamais été une raison forte pour faire des choses. Parce que lorsqu'on veut monter un projet, il y a ce qu'on appelle la mission. On doit être animé, on doit avoir une mission. On doit avoir une mission, chers amis. Et s'il n'y a pas une mission derrière ce que vous faites, ça n'a pas de sens. Nous, on a lancé notre cabinet DCC, qui est un cabinet qui accompagne les jeunes, ou encore des entreprises. Mais notre mission, c'est de développer le capital humain. C'est-à-dire, ce n'est pas d'abord financier, c'est d'abord de voir comment est-ce que le capital humain peut être développé. C'est de développer de personnes. C'est-à-dire, c'est de se dire, dans 5 ans, on aimerait par exemple atteindre 10 millions ou 20 millions de personnes à travers nos formations qui peuvent avoir leur vie se transformer. Voilà une mission. Une mission n'a jamais été d'abord au départ l'argent. Gagner de l'argent, ça s'appelle une mission traditionnelle. Toute entreprise se crée pour gagner de l'argent. Mais derrière, il y a ce qu'on appelle une mission spirituelle. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux faire avec ton entreprise? Parce qu'une entreprise, on la crée, chers amis, c'est pour répondre aux problèmes. C'est pour apporter des solutions. Quelle est la solution que tu veux apporter? Si ta solution n'atteint que une petite catégorie de personnes, cela détermine même la taille de ton entreprise. Et j'aime toujours dire cela aux entrepreneurs ou à des gens qui veulent monter une entreprise, que dès le départ, votre mission doit être définie. Et la mission, c'est ce que vous allez apporter et non ce que vous allez recevoir. Parce que si vous dites que je veux gagner de l'argent, c'est ce que vous allez recevoir. Mais qu'est-ce que vous allez apporter comme service? Qu'est-ce que vous allez apporter? Quand on se focalise sur la mission, sur ce que nous allons apporter, à ce moment-là, on veille sur ce qu'on appelle la qualité du service. C'est-à-dire, je ne suis pas trop d'abord sur l'argent que je vais gagner, mais je suis beaucoup plus sur le service que je vais apporter. Vous savez, pour ceux d'entre nous qui ont l'habitude de voyager ou qui bénéficient des services des grandes entreprises du monde, telles que Apple, telles que Amazon, vous allez remarquer que ce sont des entreprises qui génèrent des milliards et des milliards de dollars, mais ils ont ce qu'on appelle un CRM, donc la gestion ou encore le service après-vente très développé. Ils veillent toujours sur la satisfaction du client. C'est au cœur de leur mission même. Leur problème, c'est de faire à ce que le client soit satisfait. Et quand vous achetez quelque chose sur Amazon, vous avez toujours des messages qui vous reviennent du style « Est-ce que vous étiez satisfait par rapport à cela? Est-ce que la livraison a été faite dans les délais ?» Et ainsi de suite. Donc, ils sont toujours à l'écoute. Ça veut dire que la mission spirituelle d'une entreprise devait être le service qu'il doit apporter. Et donc, les vraies raisons pour lesquelles vous devez créer votre structure ou encore que vous voulez atteindre votre objectif ne doivent pas être financier. Quand c'est financier, la raison là est faible. Je répète, l'argent, c'est on va dire de base, c'est la mission traditionnelle.
Depuis la nuit des temps, on a toujours mené une entreprise pour gagner de l'argent. Mais les entreprises prospères, ce sont des gens qui se focalisent sur la mission, sur le service qu'ils vont rendre à l'échelle mondiale. J'aime toujours prendre un petit exemple pour essayer d'illustrer ce que je dis. Vous allez voir, vous êtes par exemple dans un nouveau quartier. Pour mes frères congolais, je sais que cette émission est diffusée sur TNT et donc un peu à la portée de tout le monde, même au niveau de l'Afrique en général. Vous allez remarquer, vous prenez un exemple simple, vous intégrez un nouveau quartier où par exemple il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de boutique autour, pas de boulangerie. Et vous, là, vous serez là en train de vous plaindre. Oh, mais c'est quoi ce quartier? Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de boutique, il n'y a pas ceci. Mais vous allez remarquer que pendant que vous vous plaignez, il y a à côté quelqu'un qui est dans le même quartier, mais qui est un entrepreneur, qui va se donner pour mission d'apporter de l'eau à tous ceux qui habitent dans ce quartier-là. Et est-ce que vous voyez sa mission? Sa mission serait noble, c'est-à-dire quand il va monter une entreprise de distribution d'eau, comme un forage par exemple, il aura une mission. Sa mission, c'est de voir, de veiller à ce que dans toutes les maisons, qu'il y ait de l'eau. Mais, chers amis, ce monsieur-là, si son entreprise a été créée pour résoudre un problème, le jour où il connaîtra la difficulté, il peut bénéficier de subventions pour que son entreprise soit soutenue parce que son entreprise règle un problème. Et donc, voilà, chers amis, les véritables raisons. Donc, lorsque vous avez votre objectif, posez-vous la question pourquoi vous voulez atteindre cet objectif-là. Les raisons, quand elles sont fortes, ça nous donne la capacité de tenir devant les obstacles. Si on n'a pas des raisons fortes, dès que va se présenter la première difficulté, nous allons trouver une raison pour abandonner. Sur ce, voici, c'était la suite de notre cours sur comment fixer et atteindre les objectifs. Et donc, je récapitule, nous avons vu au départ ce qu'on appelle la méthode SMART. Nous avons connu comment analyser ou connaître si notre objectif était mesurable, était atteignable et pouvait se régler dans les temps. Et après, nous avons essayé de comprendre que lorsque nous avons un objectif, ce n'est pas tout. Derrière, il faudrait mettre en place une stratégie. Et de l'autre côté, nous avons aussi vu l'importance des croyances, que nous devons avoir des croyances implicites plus efficaces que des croyances explicites. Et en dernier lieu, nous avons compris que nous devons avoir des véritables raisons qui nous poussent à agir. Sur ce, je vous remercie encore une fois de plus de suivre ce genre d'émission que, j'ose croire, est en train de transformer plus d'un. Et je répète que je suis le coach Jolin Ondélé, coach en développement personnel, auteur de ce livre, La recette du bonheur, qui est un livre que vous pouvez vous procurer à travers le numéro qui s'affiche sur le bas de l'écran. Et nous serons ravis de vous rencontrer afin d'échanger avec vous. Et donc, nous vous donnons rendez-vous à la prochaine émission, toujours sur EAD TV, comme d'habitude. Merci, portez-vous bien sur ce. Ciao.